Jean Lassossois, bonjour. Bonjour. La première montre que vous avez portée à votre poignet, enfant, bébé peut-être pas, mais pas bébé, enfant, mais enfant. Vous vous en souvenez? Très bien, c'était une Yema. Malheureusement, je ne l'ai plus aujourd'hui, je l'ai perdue. Vous l'avez perdue? Bêtement, ouais. Malheur. Ouais. Et il faut la racheter peut-être, non? D'occasion? C'était pas une montre extraordinaire, donc c'est pas grave. Bon. Voilà, et puis le passé, c'est le passé, il faut regarder l'avenir. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec en face de moi Jean Lassossois, entrepreneur qui a perdu sa montre d'enfant. C'est ainsi. Vous êtes fondateur de l'entreprise qui porte votre nom, donc Lassossois, horlogerie, joaillerie, dans un périmètre bien précis, donc Saint-Germain-des-Prés. Alors je pose la même question mais différemment. La première montre un peu chic, que vous avez eue à votre poignet, c'était quoi? J'ai eu de la chance, je l'ai gagnée. Ah oui? Et c'était malheureusement une montre que j'ai revendue et je le regrette, c'est dans les regrets de ma vie. C'était une Rolex Daytona et ce qu'on appelle la Daytona Paul Newman, donc un cadran exotique. J'avais tout, la boîte, les papiers et franchement, je ne l'ai pas revendue cher. Tant mieux pour l'acquéreur, dommage pour moi. Voilà. Et c'était il y a combien de temps? Parce que ça a pris une cote incroyable. J'étais en école d'horlogerie, j'avais fait un concours, je l'avais gagné et Rolex était sponsor de ce concours et je devais avoir 14 ans. 14 ans. Et donc, regrette votre vie, vous dites, voilà. Carrément, quoi. Bah oui, bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. C'est amusant parce que votre vie personnelle et professionnelle, là, vous avez cité l'école d'horlogerie, c'est votre vie, ça. À 15 ans, je commence à aller en école d'horlogerie, qui était ma passion bien avant, puisque je démontais les réveils de ma grand-mère, et je me lance dans ce métier que je connaissais pas vraiment, parce que je le voyais de l'extérieur un petit peu, et une passion vraiment grandissante. Et tout au long de ma vie, encore aujourd'hui, je suis passionné de ce métier que je fais. C'est un métier de quoi? De curiosité, comment? Qu'est-ce qui vous plaît dans les montres? C'est l'esthétique, c'est le décorum, l'esthétique, vous avez raison. Moi, j'aime beaucoup ça. La qualité des montres, la fabrication, toute l'histoire qui est liée aux marques de montres, puisque une marque de montre, il y a toujours une histoire extraordinaire qui est liée à la marque. Des personnages célèbres ont créé les grandes marques. Patek et Philippe, c'était Monsieur Patek et Monsieur Philippe. Ouais, c'est vrai. Vacheron Constantin. Rolex, un fondateur, M. Wisdorf, qui a légué son entreprise à ses équipes, à son personnel. Plein d'histoires extraordinaires à raconter. Justement, quand Rolex a fait une montre étanche, il l'a donnée à une nageuse allemande qui s'appelait Mercedes et qui a traversé la Manche avec cette montre. Et le lendemain, M. Wisdorf, il y a longtemps, hein, on parle des années 30-35, hein, achète une page dans le journal anglais entière, qui était son budget annuel de publicité, en disant « la seule montre étanche au monde ». Et les gens se sont rués sur Rolex. Longtemps, le premier marché de la marque a été anglais. Plein d'anecdotes comme ça, mais ça, je pourrais en passer des heures à vous en raconter. Mais là, vous citez Rolex, c'est amusant, parce que donc, on ne cite pas trop de marques habituellement, mais Rolex, on connaît tous ce propos de Jacques Séguéla qui dit « si on n'a pas de Rolex avant ses 50 ans, on a raté sa vie ». Ça, c'est quelque chose que vous avez plusieurs boutiques, plusieurs magasins de montres. Est-ce que ça, cette phrase qui est un peu restée dans les annales, enfin, on va pas raconter l'histoire Sarkozy, etc., mais cette phrase, ça, vous l'avez entendu beaucoup, vous, dans votre métier? Nous, on a ouvert la première boutique Rolex de France en 2007, rue de Rennes, et dans cette boutique, on a vu défiler des gens, puisque c'était à peu près la période où cette phrase a été prononcée par Séguéla, et on a vu les gens défiler dans la boutique en disant « je voudrais voir la montre qu'il faut avoir avant ses 50 ans, je voudrais voir la montre que porte Sarkozy, voilà, je voudrais voir la montre dont Séguéla a parlé ». C'est incroyable. Donc ça fait une publicité énorme, en réalité. Sans que ça ait été demandé du tout par la marque, ni par qui que ce soit. Mais c'était de la curiosité, ou alors ça débouchait sur du business? Non, on a fait des ventes grâce à ça. C'est vrai? Ah oui. Beaucoup? Pas mal, je pense, parce que des gens ne l'ont pas avoué, mais ils arrivaient à l'aube des 50 ans et ils avaient l'impression, ou ils avaient sûrement réussi leur vie. Une frustration, et ils voulaient une dire, inquiétude, voilà, j'ai réussi ma vie, je vais m'acheter ma Rolex. C'est marrant, hein? Incroyable. Et c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est resté? Parce que les phrases publicitaires, certaines vivent pendant des décennies, parfois même bien plus. Ça reste. C'est vrai? Ouais. Vous le constatez encore aujourd'hui? C'est incroyable.
C'est amusant. C'est totalement dingue. Et est-ce que cette maison d'horlogerie Rolex, c'est votre maison préférée ou... J'avoue, oui. Mais j'en ai d'autres que j'aime beaucoup aussi. Hein. Parce qu'en tant que revendeur, vous revendez combien de maisons? On a à peu près 25 marques. On travaille aussi avec Cartier, on travaille avec Omega, on travaille aussi avec des marques françaises comme Hermès ou Chanel. On a vraiment une diversité importante parce que je trouve qu'on ne peut pas dire, voilà, il n'y a que cette montre-là qui est valable, il n'y a que ça à acheter. Et des fois, on va préférer une montre à quartz, à pile, parce que c'est plus simple à utiliser, c'est moins cher à l'achat, c'est moins fragile aussi. Et on peut aussi mettre un mouvement quartz dans des toutes petites montres sans en augmenter le prix énormément. Par contre, la montre automatique reste pour moi la belle montre qu'on va offrir à un proche ou qu'on va acquérir parce qu'elle gardera toujours une valeur. On réparera toujours les montres automatiques. Les montres à quartz, c'est de l'électronique, c'est un peu l'iPhone ou l'ordinateur. Mais ça reste quand même des très belles montres. J'aime toute l'horlogerie. Ouais, vous ne vendez pas de Apple Watch ou de ce genre de choses? Non, mais je ne suis pas contre non plus. Ouais. Je trouve qu'il faut... On vend des Garmin, c'est pas très loin de ça. C'est absolument pareil, c'est des montres électroniques. Nous, la philosophie de la maison, ça a toujours été ça, de dire on ne s'interdit rien du moment que c'est des marques qui soient respectueuses de l'horlogerie, mais l'horlogerie électronique comme l'horlogerie mécanique. Et je trouve que d'avoir une Garmin pour faire une partie de golf ou même se faire du trekking, se balader, c'est génial. Tout dépend du contexte. Finalement, comment est-ce que vous sélectionnez justement ces maisons? Alors, parce qu'il y a beaucoup en réalité de maisons ancestrales, on en a cité déjà quelques noms, mais comment dans votre boutique, parce que vous avez une marque qui porte votre nom, donc comment est-ce que votre nom permet, je ne sais pas, vous allez me dire, un éclectisme, une hiérarchie, comment est-ce que vous organisez autour de votre nom la vente de montres neuves et aussi d'occasion, d'ailleurs, vous faites aussi de l'occasion. Ouais. On doit être prescripteur dans ce qu'on fait, je trouve, parce que le client, il va avoir une certaine confiance en nous, il va venir nous voir parce que, franchement, on est des professionnels, on connaît bien notre métier, et on veut que les montres que l'on vend, on puisse les réparer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. Donc, je ne m'engage pas tellement sur des petites marques nouvelles. Alors, on a pris quand même quelques risques avec une marque qui s'appelle Trilob, qui est une marque française assez extraordinaire, mais on l'a rencontré le fondateur, on a été visiter plusieurs fois leurs locaux, leurs usines, etc. Et j'ai confiance en eux. Il faut aussi donner une chance aux gens qui démarrent des marques. Mais dans l'essentiel de ce que l'on vend, et dans l'essentiel de ce que je conseille pour une première montre, ou une deuxième montre, ou un beau cadeau, ce sont des marques traditionnelles qui sont plus sûres. Dans 20 ans, je sais que je pourrais réparer, ou 30 ans, toutes les marques que je vends, ce que je ne pourrais pas faire sur certaines marques qui naissent et qui meurent très rapidement. Alors justement, est-ce qu'il y a un modèle qui, selon vous, restera... On va parler ensuite du côté cyclique, éventuellement, comme dans le textile, des modes autour des montres. Mais est-ce qu'il y a un modèle, selon vous, qui est à la mode et qui le sera à jamais? Oui, bien sûr. Pour moi, ça reste, on va dire, je suis un peu obsédé, mais Rolex. Ah oui. Parce que aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de l'horlogerie, sans aller très dans les très grandes marques, on va dire comme Patek ou autres, je trouve que Rolex a ce côté quand même accessible. On peut quand même généralement s'offrir une Rolex, même accessible, si c'est un effort. Selon vous, c'est quoi accessible? On commence sur des montres à 6-7 000 euros. Donc, ok, c'est un budget, ok, c'est de l'argent investi, mais votre montre, vous la gardez toute votre vie. Il n'y a pas beaucoup d'objets aujourd'hui, même plus chers, qu'on va pouvoir garder aussi longtemps. Je sais pas, je pense à tous les objets de tech ordinateurs, télévision, etc. Ça a une pérennité très courte, au lieu que ma Rolex, je peux la transmettre à mes enfants. Ouais. Moi, j'ai des clients, ils viennent, ils me disent, voilà, vous allez me réparer ma Rolex, ce que je fais, ce qu'on peut faire, même si elle a 35-40 ans, parce que c'était la montre de mon père, j'y tiens et je l'ai eu en héritage. Et quand je regarde la montre de mon père, j'ai le souvenir de mon père, c'est une présence. Les gens, Jean Lassossois, qui rentrent dans vos boutiques, parce que vous en avez plusieurs, c'est pour se faire un cadeau à soi-même ou pour faire un cadeau à une tierce personne, à un ami, à un enfant? Comment est-ce que... Dans les montres, 70% de gens entrent pour acheter eux-mêmes. C'est vrai? Ouais, 30% de cadeaux. Dans le bijou, on est plus, parce qu'on a un rayon joaillerie, dans le bijou, on est plus à l'inverse, 70 cadeaux et 30% pour soi. Ok. Mais les femmes sont plus libérées, bien plus qu'avant. Je veux dire, il n'y a plus d'inégalité entre hommes et femmes. Et il n'est pas rare de voir une femme qui, il est vrai, sont plus attirées par les bijoux que par les montres, acheter un bijou pour elle-même.
Ouais. Alors qu'avant, ça se faisait pas. Hein. C'était impensable. Ouais. Ouais, c'était pas dans les mœurs, on peut dire. Aujourd'hui, ça se fait couramment. Alors, j'en ai parlé rapidement, mais le côté cyclique, les modes, les tendances, est-ce que c'est comparable au textile? Alors, on a assez parlé de cette maison suisse, on va passer à autre chose. Mais est-ce que vous observez, parce que vous êtes dans cette profession depuis quelques années, hein, tout de même, qu'il y a que c'est plus fluctuant, plus volatile, vous dites des nouvelles maisons d'horlogerie, voilà. Est-ce qu'il y a des modes comme ça, alors, je dirais des collabs oui et non, il y a des traditions dans certaines marques, je pense à Breitling, il y a la All Navy Timer qui était la montre des pilotes qui reste toujours très à la mode, mais oui, il y a une mode... Parce que c'est des univers qui passionnent aussi. Voilà. Breitling, il y a des pilotes, histoires. Ouais, il y a tout le rêve autour de la marque. Léon Breitling qui fait le premier chronographe pour l'aviation. Les marins aussi, l'eau. Les Omega qui fait la première chronographe qui va sur la Lune. Encore aujourd'hui. Le Speedmaster, c'est le premier chrono qui permet à Apollo 13 de rentrer dans l'espace. Parce que ils avaient un problème de communication et le seul moyen de faire marcher ces fusées, c'était les communications avec Houston et son chrono Omega. Donc il y a plein d'histoires extraordinaires. Puis il y a des cadeaux aussi de chefs d'État qui offrent... Saddam Hussein, par exemple. Oui, on peut en parler. Puis là. Non, mais pour revenir à votre question au départ, oui, il y a une mode quand même. On passe des fois de grosses montres à petites montres. Les Italiens ont longtemps été précurseurs dans la mode de l'horlogerie. Et en Italie, les femmes portaient des grosses montres, les hommes des petites montres. C'est un peu d'état en France où les gens un petit peu branchés, les femmes portaient des grosses montres et n'avaient pas peur de s'afficher avec. C'est devenu aussi un objet, un bijou aussi. Ouais, parce que le côté grosse montre, dans l'imaginaire, c'est pas très chic, quoi. Avoir une grosse montre, le côté grosse montre. Après, moi, je trouve que ça dépend de votre personnalité. Si vous êtes à l'aise avec une montre, vous paraîtrez à l'aise. Et les gens qui sont proches de vous le ressentiront et ne verront pas ça comme un objet anachronique. Je prends toujours l'exemple du costume. Quand on porte un costume tous les jours, on est habitué à le porter. Et quand on va à un mariage et qu'on porte jamais de costume de sa vie, on est mal à l'aise. Bon, ben voilà, c'est ça. On voit que vous êtes à l'aise avec votre montre. Oui, donc des similitudes, je disais, les tendances, le côté cyclique avec le textile. C'est exactement... Bien sûr, les formes aussi, ronds, carrés, les doubles bracelets, les bracelets cuir, les bracelets métal, bien sûr, il y a des modes. Il nous reste 1 minute 30, Jean Lassossois, et donc abordons un sujet important, c'est la transmission. Vous travaillez avec votre épouse, avec vos enfants. Vous avez 3 enfants. Vos 3 enfants, donc bravo. Vous les avez, je les ai pas du tout forcés. Vous les avez contraints à la tâche. Ils sont venus volontairement. Ils nous ont toujours connus dans ce métier puisque on s'est mariés, on a commencé tout de suite quasiment ce métier et ils nous ont toujours vus dedans. Mon fils a fait l'école d'horlogerie de Fougères et il est horloger aussi. Et mes filles ont fait plutôt des études commerciales et elles sont en boutique, mais elles ont la passion des montres. Puis les filles, en plus, l'avantage, c'est que ça aussi la passion des bijoux. Donc, elles savent fondre des montres et les bijoux. Voilà. Donc, non, c'est une bonne façon. C'est très agréable de travailler en famille. On s'entend bien. Le seul inconvénient, c'est pour les gendres. Et les belles filles. Ça fait beaucoup de famille, tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on parle beaucoup horlogerie le week-end. Ouais, mais il y a pire comme sujet. Il y a pire. J'ai l'impression. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, c'est un grand plaisir pour moi et je suis très heureux de travailler avec mes enfants et bien sûr avec ma femme depuis très longtemps. Mais ça, vous l'avez jamais. C'était naturel. Naturel. Et chacun sa boutique. Hein. Chacun chez soi. Hein. Chacun chez soi, mais pas au même moment. Je pense que c'est important. Oui, tout de même. Regardez. Ma femme dans sa boutique Rolex, moi dans mes boutiques multimarques avec une de mes filles quand même qui m'épaule parce qu'elle est grande la boutique et qu'on fait la montre d'occasion avec cette fille qui s'appelle Pauline et mon autre fille dans le 16e rue de Passy parce qu'on a aussi une boutique rue de Passy depuis 97. Depuis 97. Ouais. Jean Lassossois, merci. Je vous en prie. D'être venu sur ce plateau. De m'avoir reçu. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.